un fanatique religieux. Dieu me parle. À Waco, au Texas. Il se prenait pour l'agneau de Dieu. Ils étaient persuadés qu'il était le Messie. Qui mènera ses disciples jusqu'à l'Apocalypse. C'est la volonté divine. Il était apparemment persuadé d'être Jésus-Christ. Dans mon oreillette, j'avais un agent qui se battait pour survivre, et moi j'étais au téléphone avec un homme qui se prenait pour Dieu. David Koresh was dangerous, irrational, and probably insane. David, you have had your 15 minutes of thinking. You are under arrest. This standoff is over. Ça s'est fini en véritable désastre. Le siège de Waco. La ville de Waco au Texas est une bourgade modeste et sans problème, entourée de larges exploitations bovines. Située à mi-chemin entre Dallas et Austin, personne n'aurait pu imaginer qu'elle serait le théâtre d'un Armageddon moderne. Yes, sir. This is a FBI command post. We have a fire at the compound at Mount Carmel. Pretty good part of the entire compound is going up right now. Une fusillade meurtrière suivie d'un siège de 51 jours au terme duquel 78 personnes ont perdu la vie dans un gigantesque incendie. Des caméras du monde entier suivent les événements en direct. Au terme de cette tragédie, deux questions se posent. Qui a tiré en premier ? Qui est à l'origine de l'incendie ? Une histoire somme toute banale au départ. En 1935, un groupe religieux s'installe à Waco. Cette déclinaison de l'église adventiste du 7e jour se faisait appeler les Davidiens. Pendant longtemps, il n'y a rien eu d'anormal. Ils étaient souvent perçus comme un groupe un peu étrange, mais sans danger. Les adeptes ne restaient qu'entre eux. Les Davidiens achètent une propriété à 16 km du centre-ville. Ils y font construire une grande résidence qu'ils appellent Mont Carmel, d'après la montagne sacrée située en Israël. Mais au début des années 80, les Davidiens accueillent un nouveau membre qui va tout faire basculer. De son vrai nom, Vernon Wayne Howell. Cet homme au charisme dévastateur réussit à convaincre les Davidiens de sa future résurrection sous la forme de Jésus-Christ. Tous commencent à lui vouer un culte et il prend le nom de David Koresh. En hébreu, Koresh signifie Cyrus, en référence à Cyrus le Grand, roi perse légendaire qui conquit jadis Babylone. Il s'est mis à exposer bon nombre de ses idées. À cet instant, je pense sincèrement que 99% des dirigeants de Mont Carmel croyaient réellement en cet homme. Ils le voyaient comme le nouveau Messie. Clive Doyle est l'un des survivants de la secte. Il reste encore aujourd'hui un fervent partisan de David Koresh. David échangeait constamment avec Dieu. Dieu m'a dit de faire ci ou ça, et nous, on acceptait. Mais pour les habitants de la région, les Davidiens ressemblent de plus en plus à une secte. L'élément le plus important au sein d'une secte, c'est avant tout son leader. Or, tous ces leaders partagent un même trait de caractère. Ils sont charismatiques. Dieu a dissimulé certaines choses dans les Écritures et celles-ci doivent être révélées et expiées avant l'Apocalypse. Koresh prêchait une philosophie apocalyptique à ses fidèles. Elle reposait avant tout sur un système de croyances qui tournait autour d'une bataille contre les légions du mal. Au sein de cette bataille, le leader était décrit comme le Messie ressuscité. Son rôle est d'interpréter les 7 sceaux qui sont mentionnés dans le livre de la Révélation. Dans ce dernier livre du Nouveau Testament, les 7 sceaux représentent l'Apocalypse, l'équivalent biblique de la fin des temps. Dans les Écritures, seul l'agneau de Dieu peut ouvrir les sceaux, et Koresh revendique ce pouvoir. En janvier 1992, d'étranges rumeurs font surface concernant ce prophète autoproclamé.
Le Waco Tribune Herald, journal local, commence alors un travail d'investigation sur David Koresh et sur son emprise sur les Davidiens. Il possédait ce qu'il appelait sa révélation de la nouvelle lumière, ce qui signifiait qu'en tant que Messie ressuscité, il avait la capacité de créer un nouveau peuple digne d'hériter du royaume de Dieu. Mais pour cela, il fallait que toutes les femmes du groupe lui appartiennent. Dans le cadre de sa prophétie, tous les couples mariés doivent donc se séparer. Tous les hommes du groupe devaient choisir le célibat. Et pour ceux qui étaient déjà mariés, ils devaient renoncer à avoir des relations sexuelles. Mais Koresh ne s'arrête pas là. Quand David a commencé à enseigner, il tentait de prouver que Dieu demandait aux prophètes de faire des choses qui pouvaient paraître un peu étranges. Nous savions qu'il avait agressé sexuellement des jeunes filles, dont la plus jeune avait 12 ans. Nous avions aussi découvert que cela durait depuis 2 ans. Or, les autorités n'avaient rien fait pour le stopper ou éviter ses agissements. Seulement voilà, un agent du bureau régional de l'ATF mène bel et bien une enquête, mais en secret. Bien que celle-ci ne concerne pas les rumeurs de violences sexuelles. Son nom, Davy Aguilera. C'est la première fois qu'il revient sur cette tragédie à la télévision. C'est très difficile pour moi d'en parler, vous savez. Ça fait très longtemps que je garde ça enfoui. J'essaie de passer à autre chose, mais c'est impossible. Durant l'été 1992, l'agent Aguilera reçoit un appel d'un transporteur UPS. Cet homme le prévient qu'un colis devant être livré à la résidence des Davidiens vient d'être ouvert par accident et renferme des chapelets de grenades. Une découverte qui va lancer une enquête de 7 mois visant à déterminer si les Davidiens ont oui ou non des armes interdites en leur possession. Il avait réussi à récupérer des centaines d'armes différentes. Des fusils, des pistolets, des fusils de chasse, des grenades, des lance-grenades. Il y avait près de 2 millions de cartouches et de munitions. En majorité, c'était des AR-15, une arme semi-automatique qu'il voulait transformer en fusil automatique. Or, il est interdit par la loi de posséder un fusil purement automatique. It's not against law to buy a firearm. It's not against law to buy anything that they sell at a gun show. Les Davidiens ne se rendaient pas compte que leur résidence se transformait en camp retranché. Les armes devenaient partie intégrante de leur vie. Ils avaient même commencé à suivre un entraînement paramilitaire. Ça devenait très préoccupant. À partir de là, j'ai tout fait pour rassembler suffisamment d'éléments pour l'obtention d'un mandat. En janvier 1993, l'ATF décide de louer une maison en face de la résidence. Certains agents s'infiltrent dans les rangs des fidèles en se faisant passer pour des étudiants. On avait un homme infiltré dans la secte, l'agent Robert Rodriguez. Il a réussi à rencontrer et même à communiquer avec David Koresh. Koresh ne cherche à dissimuler ni son arsenal ni ses intentions. Il n'arrêtait pas de dire « J'en ai rien à faire de ce que pense l'ATF. Je suis dans mon bon droit. Il n'y a rien d'illégal à posséder des armes. Personne ne va me dicter ce que je dois faire. » Là, ça devient dangereux. Si dès le départ, on a un système de croyance qui repose sur l'arrivée de l'apocalypse, et qu'on y ajoute un leader prêt à mourir pour sa cause et emporter tous ses fidèles dans sa tombe, on court à la catastrophe. Si on permet à un homme d'aller au bout de sa volonté, ça ne finit jamais bien. Peu de temps après le début des opérations, David Koresh décide de ne plus quitter sa résidence, de peur d'être arrêté. On avait compris dès le début qu'on était surveillés. Après un mois de surveillance, l'agent Aguilera réussit à obtenir un mandat de perquisition pour Mont-Carmel ainsi que la garde à vue de David Koresh. Les agents présentent ce mandat le dimanche 28 février. La veille, le journal Waco Tribune Herald vient de publier son enquête. Elle détaille très précisément les événements et a pour titre « Le Messie pécheur ». L'article annonce également un raid de la police imminent. Un de nos journalistes avait appris, grâce à l'une de ses sources, que l'ATF avait prévu de lancer une opération.
Donc on a tout fait pour avoir au moins une équipe sur place pour couvrir l'événement, quoi qu'il arrive. L'opération de l'ATF doit débuter par une entrée en force. Pas moins de 75 agents se dissimulent dans des remorques en vue de la descente. Comme le veut leur mandat, ils espèrent arrêter Koresh, fouiller les lieux et saisir toutes les armes. Ça aurait marché si nous n'avions pas été repérés. Malheureusement, l'opération a fuité. Ce matin-là, un caméraman du journal local se perd sur la route qui mène à la résidence des Davidiens. Plus loin, il croise un postier et lui demande son chemin et lui dévoile que la police prépare un assaut. Manque de chance, le postier est davidien. Robert Rodriguez, infiltré au sein de la secte, se trouve dans la résidence au moment où David Koresh est prévenu. Robert a tout de suite dit « Je dois partir ». David lui a dit de rester, mais il a refusé. Il m'a expliqué par la suite qu'au moment où il a passé la porte, il ne s'attendait plus qu'à une chose, que quelqu'un lui tire une balle dans le dos. L'agent Rodriguez informe immédiatement ses supérieurs. Ils nous observent, ils savent qu'on arrive. Il faut tout arrêter. Mais le dispositif est déjà enclenché. Et dans quelques heures, la ville de Waco et le nom de David Koresh vont résonner dans tous les États-Unis. I knew that they were coming. You know, I knew they were coming before they knew they were coming. Le matin du dimanche 28 février, l'ATF lance une vaste opération sur la résidence des Davidiens dans la banlieue de Waco au Texas. Une opération vouée à l'échec. Son nom de code, Opération Showtime. La principale préoccupation des agents en première ligne, c'était les enfants. Ils avaient des friandises sur eux, du chocolat. C'est Roland Ballesteros, un agent de l'ATF, qui a la lourde tâche de délivrer les mandats en personne. Il n'atteindra jamais la porte d'entrée. Ils ont commencé à tirer de derrière la porte. Roland a perdu un doigt. Comment ces gens pouvaient se mettre à nous tirer dessus? Je n'oublierai jamais cette matinée du 28 février 1993. Byron Sage, un négociateur aujourd'hui à la retraite, est le premier agent du FBI sur les lieux. Il arrive 1h15 après les premiers coups de feu. Je suis arrivé peu après 11h du matin. Les tirs fusaient encore de partout, c'était assez impressionnant. Dans ce genre d'opération, un échange de coups de feu ne dure en moyenne que 2 secondes. Alors que là, la fusillade durait déjà depuis au moins une bonne heure. Certains ont riposté, je ne dis pas le contraire. Ils ne nous faisaient pas confiance, et nous non plus d'ailleurs, parce qu'ils continuaient aussi à tirer. Les balles fusaient de tous les côtés de la résidence. L'agent du FBI, Bob Ricks, est mandaté par le gouvernement pour mettre un terme au blocus. À son arrivée, les agents de la brigade ATF sont sous le choc. Ils avaient l'air désespérés, complètement abattus, totalement découragés. Ils venaient de passer une journée atroce et avaient été forcés de battre en retraite et de quitter les lieux de la fusillade. Notre priorité était avant tout de stopper tout excès de violence. Il fallait éviter des réactions émotionnelles. Alors que des tirs continuent d'être échangés, Gene Cavano, un agent de l'ATF, est déjà en communication téléphonique avec les Davidiens et demande un cessez-le-feu. Les balles fusaient de partout. On avait tellement d'agents blessés qui se tenaient au milieu de la fusillade. J'ai appelé la résidence et c'est Steve Schneider qui a décroché. Steve Schneider était le bras droit de David Koresh. Il s'est mis à hurler au téléphone que nous n'avions pas le droit d'être ici et que nous devions évacuer les lieux immédiatement. J'essayais de rester calme et je lui disais « Steven, il faut qu'on parle, il faut qu'on trouve une solution ».
Stoppez la fusillade. Il y a des morts et des blessés. Jim Cavanaugh se retrouve rapidement en communication avec David Koresh. Tout va bien, si vous et moi on peut échanger, c'est le plus important. Parce que vous aimez ces gens, vous êtes quelqu'un de sincère et d'honnête. Oui, bien sûr, voilà. Dans mon oreillette, j'avais un agent qui se battait pour survivre. Et moi, j'étais au téléphone avec un homme qui se prenait pour Dieu. Checking now our top stories on Prime News. In Waco, Texas, at least 4 federal agents are dead and 14 are injured in a shootout with members of a religious cult. Les négociateurs n'obtiennent un cessez-le-feu qu'au bout de 2h30. Dès lors, l'équipe de l'ATF n'a plus qu'à ramasser ses victimes tout autour de la maison. Le bilan est terrible. La scène ressemble à un champ de bataille. Quand je suis arrivé sur les lieux, l'atmosphère était extrêmement tendue. C'était la désolation. Quelques heures plus tard, des dizaines d'agents du FBI débarquent sur les lieux. L'agent Randy Parsons a été spécialement dépêché de Washington. Ses collègues et lui ne sont pas là que pour assister les opérations. Le FBI prend le relais. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. La situation était particulièrement délicate parce qu'à l'ATF, les pertes étaient très lourdes. C'étaient leurs hommes sur le terrain. Ils ont vu leurs propres agents mourir sous les balles des Davidiens. Très vite, on leur annonçait que c'était nous qui prenions les commandes de l'opération. Ça a été un vrai coup dur pour eux. À ce moment-là, c'était vraiment devenu personnel. Beaucoup de frustration. Pour moi, c'était un peu comme si tout d'un coup, ils débarquaient de nulle part en disant « Allez, on prend le relais, merci beaucoup ». Mais c'était la meilleure chose à faire puisqu'il est impossible de savoir ce qu'on aurait été capable après ce que nous venions de vivre. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Une meute de journalistes fond sur Waco et ils veulent des réponses. Dès les premières minutes, une question est sur toutes les lèvres. Qui a tiré en premier ? Lorsque nous sommes arrivés devant la porte d'entrée, les Davidiens ont ouvert le feu. Et je ne laisserai jamais personne dire le contraire. Seulement voilà, lors d'une interview téléphonique après la fusillade, Koresh nie fermement les faits. They started firing at me. And so then what happened was some of the young men and stuff started firing on them. They fired on us first. Non, c'est faux. Ce sont eux qui ont tiré. Si je pensais qu'un de mes agents était capable de tirer sans raison sur des civils, je vous rendrais tout de suite mon badge. C'est totalement faux. La seule personne qui saura jamais ce qui s'est vraiment passé, c'est celle qui a tiré en premier. Personne n'aurait pu envisager que cette fusillade n'était que le début. Le siège durera en tout 51 jours avant que la maison soit ravagée par les flammes dans une vision d'apocalypse. À l'heure du bilan, l'atmosphère est pesante. Ce qui devait être une perquisition minutieusement préparée à l'avance a tourné au désastre. 4 agents de l'ATF ont trouvé la mort. 16 autres sont blessés et il est impossible de connaître le nombre de victimes de la communauté davidienne, ni de savoir si Koresh est toujours en vie. At this hour, FBI agents are negotiating with the cult leader. He reportedly believes he is Jesus Christ. Mr. Koresh, how are you doing? Third of Midland. I understand you've been wounded. Would you describe your condition? Weakening. Are you shot, sir? Yes, I am. On a pu rapidement communiquer avec lui. Il adorait s'écouter parler. How's God going to talk to me in the latter days? So there'll be no excuses. Il ne refusait jamais le dialogue. Le problème, c'est que nos discussions étaient totalement stériles. On n'avançait pas. There's a lot of children here. I've had a lot of babies these past few years. Is it true, David, that one of the children, a 2-year-old, is dead? Yeah, that's true. Il était très calme. Si calme qu'on s'est tout de suite demandé à quel type de personnalité on avait affaire et comment on allait le gérer. Here we are at the day of the Lord. God will make in position for blood. That's not today, David. Oh, it is.
À l'intérieur, les Davidiens ont assez de vivres pour tenir jusqu'au bout. En plus de leur arsenal, ils ont stocké des MRE, des rations militaires prêtes à l'emploi. On a vite compris que nous avions affaire à plus d'une centaine d'individus retranchés dans une véritable fortification. Ces personnes n'étaient pas ici contre leur gré. Elles soutenaient un homme qu'elles estimaient être leur Messie. La priorité numéro 1 du FBI est évidemment de faire sortir les enfants indemnes. Des enfants que Koresh n'hésite pas à utiliser comme moyen de pression, mais surtout d'attention. Les radios passent le message plusieurs fois dans les heures qui suivent. And remember, the most fearful warning ever given to man in Scripture is the warning found in Revelation 22. Dès la fin de l'après-midi, on a commencé à faire sortir des enfants. Dans les jours qui suivent, David Koresh relâche plus d'une dizaine d'enfants accompagnés de quelques adultes. Mais le blocus continue. Le 3e jour, Koresh conclut un second accord avec les négociateurs. S'ils acceptent de diffuser un sermon d'1 heure sur les chaînes nationales, il se rendra dans le calme avec tous ses fidèles. If they'll show me and show the world what the 7 seals are and where they're at in the prophecies, then I'll be satisfied. And then we'll all come out to you. Le FBI accepte. Le sermon a été diffusé dans l'après-midi autour de 15 heures. Il a duré environ 1 heure, puis on a commencé à attendre ce qu'il nous avait promis. On attendait, on avait prévu des bus pour accueillir tout le monde. David Koresh nous a informé qu'il avait reçu un message de Dieu lui demandant d'attendre. Les autorités comprennent à cet instant que c'est bien lui qui dirige les opérations. Lorsqu'on s'est retrouvé face à un homme qui affirmait être en communication avec Dieu et que celui-ci lui avait demandé d'attendre, on a compris que rien ne se ferait dans les règles. C'est à cet instant précis qu'on a commencé à voir apparaître au grand jour ses talents de manipulateur, tout son côté retors. Toute cette belle honnêteté qu'il nous avait affichée n'était en fait qu'une façade, des promesses en l'air. Are you a patient person? Yeah, I'm really patient. You're going to see patience because the only thing that we're going to do is sit and wait. Je pense que c'était notre dernière chance de réussir à le faire sortir. Il était épuisé, blessé, il souffrait. Cela faisait 3 jours que l'on négociait avec lui, c'était notre seule chance. Mais au dernier moment, il a changé d'avis. If I say I'm Christ, the proof is if I can open up the seals or not. On le vénérait, il avait toutes les femmes qu'il voulait. Il ne pouvait pas se résoudre à abandonner tout ça pour la prison. Il s'est moqué de nous, il s'est joué de nous. Le 6e jour du blocus, une autre enfant sort de la résidence avec un morceau de papier attaché à sa veste. Sur le papier, il est écrit « Une fois que les enfants seront sortis, les adultes mourront. » C'est la dernière qu'on a sauvée. 21 en tout. Et je ne remercierai jamais assez le ciel de nous avoir permis d'épargner la vie de ces pauvres enfants. 27 enfants sont toujours à l'intérieur de la résidence. On a insisté encore et encore. Mais il a fini par se mettre en colère. Il a coupé court à toute communication avec les négociateurs. Il criait « Vous ne comprenez pas, ces 27 enfants sont mes enfants. Ils ne sortiront jamais. » C'était le début de l'Armageddon. Tension is high in Waco, Texas. 4 federal agents and at least 10 cult members are dead. Dès les premiers jours du blocus à la résidence des Davidiens, l'objectif est simple, protéger les enfants. Nous tentions de parler avec le plus d'enfants possible, voir leur visage et, si possible, discuter un peu avec les mères, afin de savoir si oui ou non elles étaient retenues contre leur gré. Pour cela,
les agents du FBI cachent des micros dans des briques de lait qu'ils font parvenir à la résidence. Ils fournissent également à David Koresh une caméra afin qu'il puisse enregistrer des images des enfants et permettent aux membres qui le souhaitent de diffuser un message. This is mine. Say hello. Real loud. Hello. Okay. Are you thankful for the milk? Thanks for the milk. Ce qu'on voulait, c'était en savoir le plus possible sur les fidèles. Leur état de santé, par exemple, ou leur morale. On a très vite compris que ces personnes provenaient de toutes les couches de la société. Certains d'entre eux avaient même fait de hautes études. En tant que négociateur, on a pris un peu de recul et, bon sang, comment un seul homme peut-il exercer un tel contrôle sur tout le monde à l'intérieur? On s'en était pas rendu compte au début. Koresh va même jusqu'à exhiber ses blessures. That look nice? It's kind of painful. Oh, it ain't nothing, tough guy like me. Deux semaines après le début du siège, Janet Reno prend ses fonctions de procureur général des États-Unis. Après avoir été informée de la situation à Waco, elle décide de soutenir le plan du FBI et d'attendre patiemment que la crise se tasse. As the siege entered its third week, the FBI turned up the heat. Mais rien ne les oblige à rester passifs. Les autorités bombardent la résidence de lumière et de bruit. Ils coupent également électricité et communications téléphoniques, parfois pendant plusieurs heures. Cette étape, elle aussi, va être décisive. L'unité tactique du FBI déploie des chars d'assaut pour une démonstration de force. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, on dirait vraiment un champ de bataille. Pendant le siège, on avait beau faire ce qu'ils nous demandaient, ça ne changeait rien. Leurs hommes continuaient de détruire tous nos véhicules, de déraciner les arbres. On suivait leurs ordres à la lettre et pourtant, ils continuaient de nous malmener, encore et encore. Alors que la tension continue de monter, la presse du monde entier suit les événements minute par minute. L'affaire attire aussi bien les partisans des armes à feu qu'une foule de curieux. Parmi les manifestants, un ancien militaire déchu du nom de Timothy McVeigh. 2 ans plus tard, il posera une bombe dans un bâtiment fédéral d'Oklahoma City. Il expliquera qu'il a organisé cet attentat en réponse aux agissements du gouvernement à Waco. Après 16 jours de siège, David Koresh accepte que 2 de ses fidèles rencontrent les négociateurs présents sur place en face à face. Il avait choisi d'envoyer Steve Schneider, son bras droit, accompagné d'un homme appelé Wayne Martin. Ce dernier était leur avocat. Il avait étudié à Harvard. Ils sont tous les 2 sortis de la résidence pour échanger avec nos délégués. Les pourparlers se sont déroulés de façon très tendue. Nous avions presque l'impression de porter une cible dans le dos, que les Davidiens avaient en ligne de mire. Et je reste toujours persuadé que Steve Schneider et Wayne Martin pouvaient sentir le regard de notre unité tactique qui nous couvrait tous. L'échange est favorable. Les négociateurs organisent une seconde entrevue 2 jours plus tard. Ils acceptent de fournir à David Koresh les garanties écrites qu'il exigeait. Mais Steve Schneider annule cette entrevue au dernier moment. Il nous a informé que David trouvait cela inutile de se rencontrer à nouveau. Je lui ai dit, attendez un peu, c'est vous qui choisissez de ne pas sortir ou David choisit pour vous? Il a répété que David trouvait cela inutile. D'après l'agent Sage, c'est au cours de la conversation téléphonique agitée qui va suivre qu'un aspect fondamental de la personnalité de David se révèle. Au début, il ne fait que parler de mon salut. Mais je lui réponds, David, je vous remercie, mais en tant que chrétien, je crois en mon salut. Et vous, mon cher, vous n'êtes aucunement en position de me juger. Tout était calculé.
puisque quand on y pense, j'avais face à moi un homme déséquilibré qui se prenait pour Jésus. Dans son esprit, il n'y avait pas mieux placé que lui pour juger mon comportement de chrétien. Mais sa réaction m'a fait me rendre compte d'un élément crucial. Pour moi, cet homme n'était pas déséquilibré, tout comme il n'était pas Jésus-Christ ressuscité. Pour moi, il s'agissait d'un escroc qui avait choisi d'évoluer dans un environnement religieux. « 46 jours après le début du siège de la résidence des Davidiens, les négociateurs du FBI sont dans une impasse. Les pourparlers ne mènent à rien. Les agents acceptent finalement que David Koresh, le leader des Davidiens, échange en face à face avec son avocat au sein de la résidence. J'espère que ça va pouvoir faire avancer les choses, afin que nous trouvions une solution à ces événements, dans les plus brefs délais. Après son entretien avec les avocats, David a indiqué qu'il allait se lancer dans l'écriture d'un manuscrit. Il y expliciterait la signification des 7 sceaux. Ce manuscrit était censé prouver à tous que David Koresh était bel et bien l'agneau de Dieu. Le leader informe tout d'abord les autorités que son processus d'écriture va durer 2 jours. Puis, il change d'avis et annonce 2 semaines, et pour finir, 1 an. Si nous avions constaté de véritables avancées concernant ce manuscrit, nous aurions attendu. Mais ce n'était pas le cas. Au bout du 49e jour de siège, le procureur général Janet Reno affirme soutenir la manœuvre tactique proposée par le FBI. Le lancement de bombes lacrymogènes sur la résidence. Je soutiens cette action et j'en assume toute la responsabilité. J'ai conseillé le président, mais les détails ont été revus par lui seul. Cette étape est à nouveau décisive. Janet Reno choisit de laisser le FBI libre de choisir la date de l'assaut. Pendant 27 jours, personne n'a été relâché. La rhétorique de David Koresh devenait chaque jour plus violente. Une décision a finalement été prise quelques jours plus tard, le 18 avril. Nous avions assez repoussé cette offensive. Nous avions assez entendu de mensonges fallacieux de la part des membres de la secte. Il était grand temps de lancer notre nouvelle tactique, une bonne fois pour toutes. Le 51e jour du siège de Waco, le FBI décide de lancer un assaut ayant pour objectif de mettre fin au blocus. À l'attention de David Koresh et des individus présents dans la résidence des Davidiens, nous vous informons que nous plaçons du gaz lacrymogène dans les bâtiments. J'ai appris le jour même. Ils allaient utiliser du gaz. Je me suis dit, ils vont les faire sortir comme ça? Évacuez les lieux immédiatement. David, rendez-vous aux forces de l'ordre. Vous êtes en état d'arrestation. C'est terminé. Je pense que ni le FBI, ni la brigade de l'ATF, ni aucune des personnes présentes ne pouvaient envisager et encore moins contrôler ce qui allait finalement se passer. La seule chose que nous pouvions véritablement contrôler, d'après moi, était le moment où tout allait se terminer. Il est tout à fait possible que David Koresh ait décidé dès le départ de la façon dont il allait mettre fin à ce blocus. Il préférait détruire son groupe de fidèles plutôt que de céder à la pression des armées du mal et du gouvernement américain. Ça ne va pas s'améliorer, croyez-moi. Ça ne peut plus qu'empirer. David, vous avez eu vos 15 minutes de gloire. Maintenant, il est temps d'évacuer les lieux. Nous avons voulu miser sur une chose. Le fait que lorsqu'un parent voit que son enfant est en danger, il serait capable de remuer ciel et terre pour le mettre en sécurité. Nous avions tort. L'apocalypse commence alors en tout début d'après-midi. Une traînée de fumée s'échappe d'une fenêtre de la résidence. Les instructions que je donnais au mégaphone ont changé du tout au tout. Ce n'étaient plus des instructions, je le priais simplement d'arrêter. David, ne fais pas ça. On a commencé à voir des flammes s'élever. J'espérais simplement qu'il fasse sortir les enfants.
Je n'oublierai jamais la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai commencé à voir ces flammes s'élever des bâtiments. Dieu merci, les mères vont pouvoir faire sortir leurs enfants. Donc nous avons attendu et attendu et attendu encore. Mais personne n'a quitté la propriété. Les caméras du monde entier diffusent cet événement en direct. Regarde-moi ça, c'est incroyable! Ils ont balancé du gaz lacrymogène et ça a dû prendre feu! L'exagération des producteurs est modérée par le caractère tellement réaliste de la situation. Tout est allé très vite, beaucoup trop vite. Les bâtiments de la résidence étaient de mauvaise qualité et faits principalement de contreplaqué. Les flammes ont tout ravagé. Nous avons continué d'essayer de le convaincre, et ce jusqu'à la fin. Nous sommes allés jusqu'au bout. Nous avons continué d'insister encore et encore, jusqu'à ce que j'éteigne mon mégaphone ce jour-là, à 12h35. Tout le monde pleurait. Chacun repensait aux enfants. Nous savions qui ils étaient, nous les avions vus. Nous avions passé tout notre temps à essayer de les sauver. Et tous nos efforts sont restés vains. Nous savions qu'ils étaient en train de mourir à l'intérieur et nous ne pouvions plus rien faire. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant sur CNN, nous sommes au 51e jour du siège de Waco. Le blocus entre le FBI et les membres de la secte des Davidiens semble prendre fin dans un rideau de flammes. Je n'avais jamais envisagé le fait que David Koresh finisse par mettre en œuvre sa prophétie, mais il l'a fait. Le 19 avril 1993, le siège de Waco prend fin de façon apocalyptique. This hour, we have no words still specifically on the fate of David Koresh and specific followers. Comment ont-ils pu faire subir cela à des enfants? 9 personnes ont réussi à s'enfuir, mais aucune d'entre elles n'a emmené d'enfants. Clive Doyle est l'un des survivants de l'incendie de Waco. Mais il a quitté les lieux en laissant sa fille de 18 ans. Elle était l'une des jeunes épouses de David Koresh. On culpabilise et on se dit « Pourquoi je ne suis pas allé la chercher? Pourquoi je ne l'ai pas sauvée, ni elle, ni personne ?» Ça ne quitte pas mon esprit. Les gens réagissent de façon étrange dans un incendie. Je n'étais pas seulement choqué, j'étais surtout horrifié de savoir que des femmes et des enfants étaient morts dans cet incendie. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Comment est-ce arrivé? Qui est à l'origine de l'incendie? L'opinion publique était quasiment persuadée que le FBI était à l'origine de la fusillade et avait tiré sur ces civils, et que les agents avaient également démarré l'incendie. Je ne dis pas que le FBI a fait un travail parfait, ni même que l'ATF a fait un travail parfait. Mais nous n'avons ni démarré d'incendie criminel, ni assassiné de civils. Les photographies infrarouges prises par des hélicoptères survolant la zone montrent que les bâtiments ont pris feu à 3 endroits différents. Toutes nos informations prouvent que les feux ont été allumés à l'intérieur de la résidence, vraisemblablement par des membres de la secte de David Koresh. 9 adultes du groupe des Davidiens ont réussi à s'échapper ce jour-là. Et sur ces 9 personnes, 7 possédaient des traces de combustible sur leurs vêtements. Je ne sais absolument pas si quelqu'un a délibérément mis feu à ces bâtiments, mais finalement, même si effectivement ça avait été le cas, qui en est responsable? Est-ce de notre faute parce que nous étions prêts à mourir? Ou est-ce la faute du FBI d'avoir nargué David? Dans les décombres de la résidence des Davidiens, les enquêteurs réussissent à identifier plus de 78 corps, dont celui de David Koresh. D'après nos experts, Steve Schneider, le bras droit de David Koresh, lui aurait tiré une balle dans la tête en utilisant une de leurs armes. Il se serait ensuite suicidé avec ce même pistolet.
La plupart des enfants présents ont également été exécutés. Certains se sont fait tirer dessus, d'autres ont été battus à mort, d'autres ont été poignardés. Il était inenvisageable pour David Koresh de quitter sa résidence en se pliant à nos instructions. Tout cela était voué à l'échec dès le départ. À l'origine, cette résidence était connue sous le nom de Ranch Apocalypse. Comme si, avec ce patronyme, elle était destinée à être balayée par les flammes. À la suite de cette tragédie, l'expression « plus jamais Waco » est devenue un cri de ralliement pour les agents de l'ATF. La brigade a amélioré ses méthodes de collecte d'informations et de reporting. Sa politique de décision concernant les incidents sur le terrain a également évolué. Le FBI a changé lui aussi. Un groupe d'intervention et de gestion des crises a été créé pour assurer une coordination parfaite entre les négociateurs et l'unité tactique. J'ai pris cette décision et j'en assume l'entière responsabilité. Et que personne ne m'accuse jamais de vouloir fuir devant une décision que j'ai prise grâce aux informations que je possédais. Pour Janet Reno, les événements de Waco ont été un test arrivé trop tôt. Malgré de nombreuses critiques concernant sa prise de décision, elle est restée en fonction jusqu'en 2001. Le journal Waco Tribune-Herald fut l'un des finalistes du prix Pulitzer de 1993 dans la catégorie journalisme d'investigation. Aujourd'hui, on compte 3 monuments aux morts dans la banlieue de Waco. L'un en mémoire des personnes tuées dans l'attentat d'Oklahoma en 1995. Le second a été construit pour les 78 Davidiens morts en ce terrible jour d'avril 1993. Le troisième monument est le plus petit, mais il rappelle les noms des 4 agents de l'ATF morts lors de la fusillade du 28 février 1993. Robert John Williams, Todd McKeon, Steve Willis et Conway le Bleu. Ce sont des héros. Lorsque j'entends les airs des clairons ou des cornemuses, je fonds en larmes. J'emporterai cela dans ma tombe.